Comment devenir ami avec les Japonais? C'est une question qui peut paraître un petit peu anecdotique, voire un peu idiote, mais en réalité c'est une question qu'on est beaucoup d'étrangers à se poser. J'en ai déjà beaucoup discuté avec différents amis étrangers, francophones ou autres, et à un moment donné on s'est posé la question de savoir est-ce que c'est réellement possible de garder une amitié sur le long terme avec des Japonais. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que peut-être vous vous êtes posé la même question. Je vais tenter d'y répondre en vous donnant déjà part de mon expérience, mais également de celle d'autres étrangers, soit de mes connaissances, soit des gens, des témoignages que j'ai vus sur Internet. On va faire un petit peu le topo de tout ça et on va essayer d'en tirer quelques conclusions. Je vous donne rendez-vous juste après ça. Quand on étudie le japonais, et c'est valable pour n'importe quelle langue, il est important de pouvoir rapidement mettre en pratique à l'oral tout ce qu'on a appris à l'écrit. C'est d'ailleurs ce que je recommande d'entrée de jeu à mes élèves dans la formation Objectif Japon, c'est de pouvoir tout de suite pratiquer, mettre en pratique tout ce qu'ils apprennent en vocabulaire, en grammaire, etc. pour débloquer une fluidité à l'oral. Et pour ça, quoi de mieux que de se faire des amis japonais ? Dans cette vidéo, on va voir comment devenir ami avec des Japonais. Donc comme je vous l'ai dit, soit en me basant sur ma propre expérience, soit d'un point de vue plus général, l'expérience ressentie par les étrangers, que ce soit des francophones ou autres. Et je vais vous livrer quelques astuces et même des plateformes, des sites et des applications que vous pourrez utiliser pour rentrer en contact dès aujourd'hui avec des Japonais, que vous soyez actuellement au Japon ou bien ailleurs dans le monde. Déjà, est-ce possible de devenir vraiment ami avec un Japonais ? Lors de mes différents voyages au Japon, j'ai évidemment rencontré énormément de Japonais sur place et il y en a certains avec lesquels j'ai plutôt sympathisé. Je repense notamment aux différents concerts que j'ai fait sur place parce que de base, ce qui m'a poussé à aller au Japon et à apprendre le japonais, c'était la musique. Et dans les concerts, dans les files d'attente, parfois quand j'y allais toute seule, je discutais avec d'autres japonaises qui étaient là à attendre donc pour les mêmes groupes que moi. Donc forcément, ça crée des liens parce qu'on a les mêmes passions, on est là pour la même chose. Donc on a globalement des personnalités qui peuvent se ressembler un petit peu et c'est facile de sympathiser avec ces personnes-là le temps d'une soirée ou d'une heure d'attente dans la file. J'ai même carrément passé une journée entière avec le fan club de mon groupe préféré qui s'appelle Kagura. Et entre les voyages en bus et les activités proposées sur place, forcément ça a créé des liens et on peut dire que j'ai sympathisé avec ces gens-là pendant ce voyage. Et ce qui ressort quasiment systématiquement dans ce genre de rencontres, c'est de la part des Japonais, qu'ils me demandent mon adresse mail ou bien mes identifiants Line, donc qui est une application de discussion qui est très utilisée au Japon justement pour conserver les liens, entretenir la relation avec ses amis. Donc à chaque fois, moi j'étais toujours très contente évidemment de donner tout ça pour pouvoir continuer à discuter avec ces personnes. Mais systématiquement, ou presque, dès le premier message envoyé, plus rien, silence radio, éventuellement une petite réponse et c'est tout. Par la suite, c'était vraiment impossible d'entretenir sur le long terme une relation, une discussion. C'était coupé net. Et puis de mon côté, forcément, j'étais dans l'incompréhension. Je me remettais en question, je me disais que c'était probablement moi qui avais fait quelque chose de mal, que c'était peut-être une question de différence culturelle, et comme j'osais pas non plus trop insister, j'ai fini par laisser tomber ces différentes relations, donc avec ces gens rencontrés lors d'événements. Et en discutant avec d'autres étrangers qui ont vécu au Japon ou qui sont allés au Japon, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais loin d'être la seule. Et c'était vraiment la majorité des cas qui étaient comme ça. Impossible d'entretenir une relation amicale avec un Japonais sur plus de quelques semaines. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire que, oui, il devait y avoir des raisons culturelles à ça. C'était pas juste moi, Sophie Thomas, qui avait un problème. C'était vraiment, d'un point de vue global, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas entre les Japonais et les étrangers. Donc voici quelques hypothèses qui pourraient expliquer tout ça. Et bien évidemment, chaque individu est différent des autres. Donc on va faire
des généralités, c'est-à-dire qu'on va rester dans le général, mais ça ne s'applique pas à absolument tout le monde. C'est normal, on est humain, on est tous différents. Déjà, entre les Japonais et les étrangers, et principalement les Occidentaux, nous avons des visions différentes de ce qu'est l'amitié. Pour la plupart des Japonais, ce qu'on va appeler vraiment amis, ça va être des relations qu'on a bâties depuis des années, donc des personnes qu'on connaît depuis extrêmement longtemps, et petit à petit, la relation s'est bâtie et s'est renforcée avec le temps. Les personnes qui sont en dehors de ce cercle d'amis vont plutôt être considérées comme de simples connaissances, des personnes avec lesquelles on est relativement distant. Alors que chez nous, en Occident, on va avoir plus facilement tendance à considérer des gens comme étant nos amis, et même si on ne les appelle pas nos amis, en tout cas c'est plus que des simples connaissances. Il y a un entre-deux qui n'est pas forcément des amis, des meilleurs amis du monde, mais c'est pas non plus des connaissances. C'est entre les deux, et c'est des gens avec lesquels on va avoir plus de facilité à échanger, en tout cas par rapport aux Japonais. Et c'est là où on commence à mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est que peut-être qu'on a une différente vision de ce qu'est l'amitié, et ça peut provoquer des malentendus. Pour nous, même si on a discuté plusieurs fois avec la même personne, qu'on a fait des événements ensemble, des sorties, etc., on va peut-être se dire « Ah cool, ça y est, j'ai un ami japonais, j'ai sympathisé avec, et du coup, je vais pouvoir discuter plein de fois avec lui. » Sauf que de son côté, peut-être que lui, il va juste se dire ah oui, je connais une Française et c'est bien, mais c'est pas mon ami en fait. Et c'est là où on peut se dire que ok, on a un début d'explication et justement ça peut expliquer pourquoi de notre côté on va envoyer des messages relativement souvent et de leur côté ça va être un message par mois et ça va pas le gêner en fait, ça va pas le choquer. Encore une fois, je précise, c'est une généralité, mais ce n'est pas absolument tous les Japonais et tous les Occidentaux qui sont comme ça. Je vous parlerai après des Japonais avec lesquels j'ai réellement sympathisé et du coup, le point de vue est un petit peu différent. Ensuite, bien entendu, une autre différence importante, c'est la différence linguistique, la différence de la langue. Parce que construire une relation profonde, une réelle amitié avec un Japonais quand on ne parle pas japonais, et que lui ne parle ni anglais, ni français, ni aucune autre langue en commun avec nous, et c'est très compliqué parce que du coup on ne peut pas échanger, on ne peut pas réellement discuter, et au bout d'un moment on finit juste par se regarder dans le blanc des yeux et on ne sait pas trop quoi dire. Ce manque de communication en profondeur, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les échanges type correspondant quand chacun est débutant dans la langue de l'autre. Donc si vous débutez en japonais et que lui débute en français ou en anglais, vous allez pouvoir vous présenter, peut-être parler de choses très simples, mais c'est tout. Au bout d'un moment, si vous ne progressez pas réellement dans la langue de l'autre, vous allez être limité dans vos sujets de conversation. C'est quand même des échanges qui sont bénéfiques pour votre apprentissage parce que, encore une fois, moi je vous encourage tout de suite à mettre en pratique tout ce que vous apprenez dans vos cours de japonais, mais sur le long terme, pour créer une amitié vraiment durable, il est préférable de plutôt échanger avec soit un japonais qui parle très bien français ou anglais, soit vous, si vous parlez déjà très bien japonais, ou en tout cas un niveau suffisant pour vous permettre de vous exprimer couramment sur tous les sujets. Donc on va considérer qu'à partir d'un JLPT 4, c'est quand même suffisant pour développer ça. Et il faut également comprendre que votre ami japonais, c'est pas votre prof de japonais. Souvent, on va se dire « Ah parce que j'ai un ami japonais, il va pouvoir m'enseigner sa langue. » Mais non, attention, votre ami japonais, c'est super, mais peut-être qu'il ne sait pas enseigner sa langue, peut-être qu'il n'a pas envie de le faire. Imaginez-vous à sa place. Imaginez, il y a un japonais qui arrive vers vous et qui vous demande « Enseigne-moi le français ». Moi, je suis incapable d'enseigner le français, je ne sais pas expliquer ma langue maternelle, je suis pas prof de français. Et les japonais, ça va être pareil, à moins vraiment d'avoir cette volonté d'enseigner le japonais, mais auquel cas, à ce compte-là, prenez-vous un prof de japonais, ça va être difficile pour lui de faire ce boulot-là, et probablement qu'il n'en a pas envie. En plus des différences linguistiques, on a également les différences culturelles qui s'ajoutent à tout ça. Donc, pour devenir ami avec des Japonais, il est vraiment important de se renseigner, de lire des choses, de regarder des vidéos sur la culture japonaise, d'essayer de comprendre l'état d'esprit d'un Japonais qui est radicalement différent du nôtre. On n'a pas les mêmes références culturelles, on n'a pas les mêmes coutumes, les mêmes habitudes et la même façon d'agir.
et on n'a pas non plus la même façon de penser. Et ça, c'est important quand on veut se lancer justement dans une discussion avec un japonais, une discussion, on va dire, qui va un petit peu plus loin des sujets de la météo et de se présenter. Quand on commence à demander son avis à un japonais, c'est des choses qu'on fait souvent en tant qu'occidentaux. On va demander, tiens, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre, de ce film, qu'est-ce que tu as pensé de cet endroit, de ta visite, etc. En fait, au Japon et en Asie en général, on n'a pas l'habitude vraiment de donner son avis individuel parce que, à l'école, c'est pas des choses en fait qu'on va développer. Alors que nous, en Occident, en particulier en France, parce que je parle de ce que je connais vu que moi j'ai grandi en France, on s'en rend pas compte, mais en vérité, on nous demande notre avis tout le temps. Et on nous instruit vraiment à ça, on nous éduque à développer notre avis personnel. À l'école, par exemple, on va vous demander de faire des dissertations dans lesquelles vous allez donner votre avis, expliquer un point de vue, etc. Même si c'est pas votre avis personnel, ça peut être l'avis de l'auteur. Enfin, en tout cas, on nous apprend vraiment à réfléchir à ça et à sortir un petit peu plus loin, à produire des réflexions un petit peu poussées. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on inculque aux Asiatiques. On va plutôt apprendre à penser en tant que groupe et pas trop en tant qu'individu. C'est pour ça que quand vous demandez à un japonais qu'est-ce que tu penses de ça, tu trouves pas que c'est bizarre ou autre, souvent il va couper court à la conversation et en fait il va se rallier à votre avis et c'est tout. Il va pas développer son opinion parce que souvent en fait il en a pas. Je dis pas du tout ça pour dénigrer, c'est juste un fait. C'est comme ça, et il faut le comprendre, il faut l'intégrer. Et justement, moi, en discutant avec des Japonais, qui avaient ce recul, qui souvent sont allés à l'étranger ou qui discutent beaucoup avec des étrangers, ils ont ce recul de se dire, oui, en fait, on n'a pas forcément d'opinion personnelle, donc c'est dur pour nous d'en parler, et je m'en étais jamais rendu compte. Je m'étais jamais rendu compte que j'avais pas d'avis personnel là-dessus. Et c'est pas grave en soi, c'est juste que ça peut en fait parfois les brusquer ou en fait les couper court à la conversation parce que du coup il y aura rien à développer derrière. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte pour tout simplement ne pas brusquer son interlocuteur et non pas non plus s'offusquer s'il n'y a pas de réponse à une question. Il y a également la pudeur des Japonais qui fait qu'on n'a pas forcément envie de parler de ses sentiments ou de parler trop profondément de soi-même, surtout à quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore bien. Il y a aussi vraiment le respect de l'autre. On n'a pas envie de froisser l'autre si on n'est pas d'accord avec lui. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte quand on discute avec des Japonais, en tout cas quand on commence à faire connaissance avec ces gens-là. Maintenant qu'on a vu quelques hypothèses qui peuvent expliquer pourquoi c'est si difficile de devenir ami avec des Japonais sur le long terme, je vous propose de voir comment concrètement, dès aujourd'hui, vous pouvez communiquer et rentrer en contact avec des Japonais. Tout d'abord, si vous êtes en dehors du Japon. Donc là tout de suite, si vous me regardez depuis la France ou depuis un autre pays, voici les quelques solutions que je vous propose pour rentrer en contact avec des Japonais. Tout d'abord, on va penser aux applications de discussion. Il existe des dizaines d'applications qui vous permettent d'interagir avec des étrangers, notamment des Japonais. Je pense en particulier à HelloTalk et à Tandem, qui sont des applications gratuites que vous pouvez télécharger dès maintenant. L'avantage, c'est que du coup, vous allez pouvoir rencontrer, en tout cas discuter très facilement avec des natifs, parce que c'est des gens qui sont inscrits pour ça, pour être en contact avec des étrangers. Le désavantage, c'est que souvent, ça va pas aller plus loin que quelques messages, parce que ce sont des gens qui apprennent la langue ou qui ont envie comme ça de discuter un petit peu. Donc voilà, ça va être bien peut-être pour s'entraîner à écrire des messages en japonais ou même à produire des vocaux, on peut parler, enregistrer des messages audio, c'est aussi possible. Donc ça c'est top dans une démarche de progression, si vous apprenez le japonais. Par contre, pour une amitié durable, c'est assez compliqué. C'est peut-être pas la plateforme la plus appropriée. Ce qui peut être un petit peu plus intéressant, ce sont les sites internet de correspondance. Ils sont moins connus que les applications, en tout cas c'est pas ce qui vient en tête spontanément quand je pose la question aux gens, mais pourtant ils sont plus anciens et ils sont un petit peu plus adaptés à une amitié sur le long terme, une relation en tout cas un petit peu plus durable. Ce sont des sites donc de
pen pals, donc de correspondants, où vous allez vous inscrire, vous allez présenter qui vous êtes, ce que vous aimez, vos passions, etc. Et vous allez pouvoir rechercher des correspondants qui ont envie d'échanger avec vous, plutôt sur le long terme. Alors ça peut être soit des messages directement sur la plateforme, sur le site en question, ou bien par email, ou bien même parfois par écrit. Donc vous envoyez des lettres ou des cartes postales. Et souvent, grâce à ces sites, on va avoir des relations qui se développent plus sur le long terme, en tout cas par rapport aux applications smartphone. Donc là, il y a plein de sites différents qui sont gratuits, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. Je vous en donne quelques-uns dans la description, en tout cas c'est les sites qui reviennent le plus. Je pense qu'il y en a encore d'autres, mais je les connais pas tous. Moi personnellement, j'avais testé Interpals, j'étais restée plusieurs mois dessus, je trouvais que c'était assez sympa. Je sais qu'il y en a d'autres, il y a Conversation Exchange, il y a Multilingual Network, il y a HyPenPals, enfin voilà, il y en a plein. Donc je vous en mets quelques-uns dans la description. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Et si vous-même vous avez testé l'une de ces plateformes ou une application, vraiment racontez-moi tout ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse en fait de savoir ce que vous avez fait et comme ça je peux en parler également à mes élèves et à la communauté. Et je trouve que clairement, à l'heure des pandémies mondiales et des confinements, c'est un super moyen de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir des échanges un petit peu humains qui sortent juste de regarder, être passif en fait, regarder juste des sites. Là au moins on est actif. Dans l'apprentissage du japonais, c'est essentiel. Et d'un point de vue vraiment humain et personnel, ça fait du bien aussi d'échanger comme ça avec d'autres personnes. Un autre moyen, mais là qui est un petit peu en stand-by pour le moment, c'est de participer à des rencontres entre Français et Japonais ou entre étrangers et Japonais. Moi-même, j'ai déjà participé à plusieurs rencontres de ce type, que ce soit en France ou au Japon. Et pour être tenu au courant de ce genre de rencontres, je vous recommande de prendre contact avec des associations franco-japonaises s'il en existe dans votre région, ou alors des centres linguistiques dans lesquels il va y avoir des Japonais qui viennent dans votre pays ou dans votre ville pour apprendre le français. C'est le cas par exemple à Besançon, puisque moi je suis de Franche-Comté. À Besançon, on a le CLA avec de nombreux étudiants japonais et on a également l'association franco-japonaise de Franche-Comté. Donc c'est notamment grâce à eux, à ces structures-là, que moi j'ai pu rencontrer des Japonais lors de différents meetings. Le gros avantage de ce genre de rencontre, c'est que les Japonais que vous allez rencontrer dans votre pays, déjà, ils sont dans votre pays. Donc vous allez pouvoir interagir plus facilement avec eux au quotidien. S'ils habitent dans votre ville, vous pouvez faire des sorties ensemble, vous pouvez discuter ensemble. Probablement, ils sont en train d'apprendre la langue, donc c'est top aussi pour eux de pouvoir pratiquer avec des Français. Et ils connaissent également les coutumes de votre pays, donc ils vont pas être choqués par certaines choses. Donc ça, c'est vraiment gros point positif pour ces rencontres IRL. Et si vous n'avez ni association ni centre linguistique dans votre région, il existe aussi des groupes Facebook qui créent des événements comme ça, des meetings de temps en temps. Donc en quelques mots-clés, où il suffit de taper sur Facebook meeting, vous tapez le nom de votre région franco-japonais. Il y a aussi des groupes, il y a des pages, etc. Donc je vous laisse chercher, je pense qu'il y a de quoi faire. Et si jamais ça n'existe pas encore, pourquoi pas le créer par vous-même. Ça peut être aussi une super solution. Après, c'est vrai que si vous habitez vraiment dans la campagne, loin des grandes villes, ça peut être un petit peu compliqué d'avoir recours à ce genre de meeting. Donc, une autre solution qui est possible, c'est d'ouvrir votre maison à des Japonais. Et c'est ce que j'ai fait moi-même il y a quelques années parce que en fait j'avais fait une pause dans mon apprentissage du japonais parce que j'étais partie dans des études de tourisme et pendant ce temps-là je pratiquais plus en fait le japonais au quotidien et ça me manquait. Je voulais pas perdre le japonais et surtout je voulais continuer à entretenir des échanges avec le Japon. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert ma maison, en tout cas mon appartement. À l'époque j'étais en location et j'avais 2 chambres. Donc j'avais une chambre d'amis et ma chambre principale. Et cette chambre d'amis, en fait, je l'ai mise en location pour des Japonais qui voudraient venir passer un séjour en France. Pendant mes 3 ans de location, j'ai eu 3 réservations. Donc ça peut paraître peu, mais en vérité, c'était des échanges qui étaient tellement qualitatifs que c'est vraiment, moi en tout cas, grâce à ce moyen-là que j'ai pu développer de vraies et belles amitiés sur le long terme. C'est assez logique parce que les personnes qui vont venir chez vous, donc moi en l'occurrence c'était 3 filles, j'avais 3 japonaises donc à 3 moments différents,
c'est des gens qui vont rester déjà longtemps. Elles avaient toutes réservé 2 semaines ou plus avec moi. Et c'est des gens qui vont s'intéresser à votre quotidien, qui vont vivre avec vous tous les jours, qui vont probablement faire des sorties avec vous. En tout cas, moi, je les emmenais visiter la région. Et qui vont manger avec vous, passer les week-ends, etc. avec vous. Du coup, c'est vraiment génial d'avoir une personne comme ça en continu qui s'intéresse à votre quotidien, qui est là pour découvrir, pour en apprendre plus sur vous. Et clairement, moi, c'est grâce à ça que j'ai sympathisé avec mes 2 meilleures amies japonaises, donc Yuka et Kazuyo. C'est comme ça que je les ai rencontrées et maintenant, ça fait des années et des années qu'on est amies et ça ne fait que durer. Donc c'est vraiment top de pouvoir comme ça découvrir des gens de l'intérieur, entre guillemets, en étant directement chez vous. Et je pense également que ce qui fait que notre amitié est si belle et si forte avec ces 2 personnes-là, c'est que justement elles étaient dans la démarche de voyager à l'étranger, d'en apprendre plus sur ma culture, ma langue, mon quotidien. Et donc c'est pas des japonaises lambda en fait, c'est des japonaises qui sont déjà sorties du Japon, donc elles ont un autre point de vue, un point de vue un petit peu extérieur sur leur propre culture, leur propre pays, et justement elles sont beaucoup plus ouvertes d'esprit, curieuses et à la découverte en fait de plein de choses, en tout cas par rapport à des japonais, on va dire standards. Encore une fois, c'est absolument pas un jugement, c'est vraiment juste une constatation. Et c'est justement ce qui fait pour moi que j'ai pu sympathiser aussi bien avec ces personnes-là. Et je pense que ça n'aurait pas été possible pour moi de sympathiser de la même manière avec des Japonais qui seraient restés toute leur vie au Japon et qui ne s'intéressent pas aux cultures étrangères. Donc, je pense que vous l'avez compris, le gros avantage du homestay, le famille d'accueil, de faire famille d'accueil pour des Japonais, c'est que du coup, vous allez pouvoir échanger sur le long terme pendant quelques jours ou quelques semaines avec la personne. Donc, vous avez vraiment le temps de vous apprendre à vous connaître mutuellement. Le point négatif, c'est que pour pouvoir échanger avec quelqu'un, pour pouvoir échanger avec un Japonais, il faut avoir une langue en commun. Il faut, encore une fois, que vous parliez tous les deux soit français, soit anglais, soit japonais, ou même une autre langue que vous maîtrisez tous les deux. Je vous mettrai en description le site par lequel moi je suis passée, ça s'appelle Homestay Web. C'est un site qui est en anglais et qui propose justement des familles d'accueil comme ça partout dans le monde. Donc il faut que vous créiez votre profil sur le site et après vous pouvez demander à n'avoir que des japonais ou bien à ouvrir à n'importe quelle nationalité. C'est vous qui posez vos conditions. Donc ça, ce sont les possibilités si vous êtes actuellement en dehors du Japon. Maintenant, si vous êtes au Japon, et je sais qu'il y a des gens qui me regardent depuis le Japon, ça me fait très plaisir, donc déjà bonjour à vous et merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, si vous êtes au Japon et que vous cherchez à rencontrer des Japonais, alors c'est sûr que concrètement vous êtes au meilleur endroit au monde pour rencontrer des Japonais. Il n'y a pas mieux que le Japon pour avoir des Japonais sous la main. Sauf que les Japonais du Japon, ils sont pris dans leur quotidien. Ils font leur vie, ils vont pas forcément avoir envie de rencontrer des étrangers, ils voient pas trop ce que ça peut leur apporter. Donc, c'est pas forcément le plus facile de communiquer directement. En tout cas, vous pouvez pas aller dans la rue en disant « Hey, salut, est-ce que tu veux être mon ami ?» En général, ça va pas trop marcher. Donc du coup, comment on peut faire pour rencontrer des Japonais et surtout qu'ils aient un minimum envie de s'intéresser à nous ? Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est rentrer dans un club. Donc l'avantage du club, c'est que déjà vous allez vous-même apprendre des choses au Japon, ce qui est quand même super. Vous allez pouvoir développer une compétence, que ce soit du sport, de la musique ou n'importe quoi d'autre. Et les gens qui sont dans le club, ils sont passionnés par la même chose que vous. Ils ont le même intérêt. Donc ça, c'est génial pour pouvoir discuter autour d'un sujet. Et ensuite, pourquoi pas sympathiser si vous voyez que vos personnalités collent plutôt bien. Là, vous pourrez peut-être vous voir en dehors du club. Mais déjà, le moment où vous êtes dans le club, c'est un moment qui est privilégié parce que du coup, vous êtes là pendant peut-être 1 heure ou 2 heures toutes les semaines. Donc, vous allez revoir les mêmes personnes chaque semaine. Et du coup, vous allez pouvoir reconnaître ces personnes-là, savoir comment elles s'appellent, savoir un petit peu où elles habitent, etc. Donc ça, c'est super.
Et c'est ce que nous, on a fait avec mon mari quand on a passé 6 mois en école de langue à Kyoto en 2018. On s'était inscrit justement à un club. Alors, enfin, c'était pas un club à proprement dit, c'était des cours particuliers. Nous, au départ, on pensait que c'était un club parce que c'était présenté avec tous les clubs. Et en fait, non, c'était des cours particuliers d'instruments de musique traditionnels japonais. Donc lui, il a pris des cours de shakuhachi et moi, j'ai pris des cours de koto. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous invite à aller la voir juste après. Je vous l'ai mis dans la petite fiche juste au-dessus. Et comme c'était des cours particuliers, il n'y avait pas d'autres élèves en même temps que nous. Il y avait juste les profs et nous. Chacun son prof. Nos 2 profs étaient mari et femme. C'était chez eux d'ailleurs qu'on allait prendre les cours. Et en fait, on a sympathisé avec nos profs. Ils sont pas du tout de la même génération que nous, hein. Ils ont l'âge d'être nos parents ou grands-parents, mais ça ne nous a pas empêché de sympathiser avec eux, et en particulier avec ma prof de koto, qui est vraiment une personne exceptionnelle, très ouverte d'esprit, très douce, très sympathique, et qui justement a cette envie de partager et de sympathiser avec tout le monde, ou presque. Et grâce à elle, vraiment, on a passé déjà 6 mois fantastiques. Et surtout, notre amitié a perduré au-delà de notre séjour au Japon, puisqu'elle est venue passer 2 semaines de vacances chez nous, en France, avec sa meilleure amie. Elle a ramené sa meilleure amie et on les a emmenés faire des voyages en France et en Suisse. Donc les clubs, c'est quand même un super moyen de rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que vous. Attention tout de même, je vous parle là d'un cas vécu par l'un de mes camarades de classe à l'école. Lui s'était inscrit dans un cours de taiko, un club de taiko, donc les tambours japonais. Et en fait, il s'est retrouvé au milieu d'un club, mais vraiment de gens qui faisaient pas du taiko pour rigoler, quoi. C'était vraiment, si tu fais du taiko, tu le fais sérieusement et tu te mets à fond. Donc, il peut y avoir ce décalage entre nous, on fait des activités qui nous font plaisir, c'est juste un loisir, et certains Japonais qui peuvent vraiment être à fond dedans. Genre, si tu fais ça, tu le fais, sinon tu le fais pas, quoi. Donc, ça peut être un peu difficile parfois de s'intégrer là-dedans, mais si vous y arrivez, c'est vraiment une expérience qui est super et qui peut être un très bon moyen de rencontrer des Japonais si vous êtes au Japon. De même que ce qu'on disait pour la France tout à l'heure, il y a également des meetings, des événements, des rencontres entre Japonais et étrangers, donc qui se passent principalement dans les grandes villes. Moi, j'ai déjà été à des rencontres à Tokyo et à Osaka, donc des rencontres organisées par des personnes résidant sur place, soit des Japonais, soit des étrangers, qui justement ont envie comme ça de se rencontrer les uns les autres, échanger, faire des activités. Il y avait des petits jeux, c'est quand même des événements qui peuvent être sympas. Moi qui n'ont jamais débouché sur des amitiés durables, mais ça permet de passer un bon moment. Et si vous y retournez fréquemment, peut-être que vous allez revoir les mêmes gens et que justement ça peut déboucher sur des amitiés. Ça n'a pas été mon cas, mais il n'y a pas de raison que ce soit pareil pour vous. Donc si vous habitez au Japon pour une longue période, essayez peut-être d'aller voir s'il y a des choses qui s'organisent autour de chez vous. Une autre manière de rencontrer des Japonais et de sympathiser avec eux, c'est de loger soit en guest house, soit en famille d'accueil. Donc les familles d'accueil, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais dans le sens inverse. Cette fois, c'est vous qui allez loger chez des Japonais. Donc ça, c'est pas mal si vous êtes en séjour au Japon, parce que les familles d'accueil, ça coûte quand même un peu cher. Donc je pense pas que vous alliez faire ça sur plusieurs mois. Mais pourquoi pas passer 1 ou 2 semaines en famille d'accueil. Ça permet également de découvrir le Japon sous un autre point de vue. Vraiment un point de vue à l'intérieur, depuis l'intérieur des coutumes d'une famille japonaise. Et sinon, si vous restez un petit peu plus longtemps au Japon et avec un budget plus petit, vous pouvez loger en guest house. Donc les guest house, ce sont en général des grands bâtiments avec plusieurs chambres. Donc soit des chambres dans lesquelles vous allez loger seul, ou bien des chambres partagées. Et vous allez avoir les pièces de vie, donc cuisine, salle de bain, salon, qui sont partagées avec tous les habitants de la guest house. C'est ce que moi j'avais fait quand j'étais partie 6 mois en école de langue, cette fois à Tokyo, donc mon premier séjour là-bas. Pour des questions de budget, je logeais en guest house.
Et le dernier mois de ma guest house, j'étais dans une chambre partagée. Donc pendant 5 mois, j'étais en chambre privée. Et le dernier mois, j'étais en chambre partagée avec une japonaise. Je me suis retrouvée avec une japonaise, Mai, avec qui, du coup, j'ai logé pendant 1 mois. On était dans la même chambre. Et du coup, on a sympathisé, évidemment. Donc ça, c'est pareil, c'est une amitié que j'ai conservée sur le long terme. Quand je passe à Tokyo, maintenant, je donne un petit coup de fil à Mai pour savoir si on peut se voir. Et voilà, c'est une belle rencontre aussi. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont rencontré comme ça des gens qui ont sympathisé avec des gens dans leur guest house. Alors, il n'y a pas que des Japonais, évidemment, il y a aussi des étrangers. Mais pourquoi pas aussi sympathiser avec des étrangers, même si là, du coup, on s'éloigne un peu du sujet de la vidéo. Et le dernier endroit potentiel dans lequel vous pouvez rencontrer des Japonais, alors en dehors des soirées, des bars, etc., ça c'est assez classique, ça va être au travail. Si vous travaillez au Japon, que ce soit pour une courte ou longue période, vous allez probablement travailler avec des Japonais et comme c'est vos collègues, vous allez les voir tous les jours et vous pouvez sympathiser avec vos collègues japonais. Encore une fois, évidemment, si ça s'y prête, si vous avez les mêmes types de personnalités, si ça colle bien. Voilà, je connais aussi beaucoup de Français qui ont sympathisé avec leurs collègues japonais et avec qui ça se passe très bien. Voilà pour toutes mes astuces, tout ce que je pouvais vous donner comme information concernant le fait de devenir ami avec des Japonais. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus en commentaire. Soit si vous avez déjà sympathisé avec des Japonais, comment ça s'est passé, vraiment racontez-moi tout. Enfin, si vous avez envie, moi je vous lirai avec grand plaisir. Et si, au contraire, vous n'avez pas encore d'amis japonais, mais que c'est en projet, racontez-moi ce que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour justement arriver à cet objectif. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça aide énormément pour le soutien et le référencement. Donc je vous remercie par avance et je vous invite également à activer la cloche, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront, qui pourront vous aider à progresser en japonais et à en apprendre plus sur le Japon. Je vous dis à très vite, matane, bye bye.